Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero pour nos analyses graphiques à propos de la pandémie Covid-19. Prétention et réalité des offices fédéraux de la statistique, troisième partie. Dans cette vidéo, notre analyse se concentre sur les publications de l'Office fédéral suisse de la statistique. Je rappelle une fois encore les normes de qualité autodéfinies pour des statistiques objectives, techniquement indépendantes, destinées à former l'opinion publique mais aussi à servir de base au processus de décision démocratique fondé sur des faits. Décrites par l'Institut Statistik Austria comme un service à caractère scientifique. En Suisse, l'Office fédéral de la statistique indique clairement que non seulement la formation de l'opinion publique, mais aussi la planification et la gestion des décisions politiques figurent dans les objectifs des analyses. Dans un communiqué de presse d'avril 2018, l'OFS a mis en avant de manière très détaillée son travail pour établir des faits contre les affirmations politiquement opportunes mais factuellement trompeuses et les fameuses fake news. Il souligne que la désinformation a pris une telle ampleur que tout le monde est concerné. Politiques, professionnels des médias, citoyennes et citoyens. L'information factuelle serait assimilée à l'argent, au pouvoir et à l'influence. Le système statistique public suisse se caractérise donc par sa comparabilité. Basée sur les règles de base de la statistique publique, les informations nécessaires sont mises à disposition de tous les acteurs pertinents pour le discours démocratique, pour ainsi dire la vérité en chiffres, en libre accès. Les règles définies à l'échelle mondiale par l'ONU et le Code européen de la statistique sont surveillées en Suisse par le Conseil d'éthique qui a défini publiquement les principes de base dans une charte de la statistique publique de la Suisse en mai 2012. Selon ce texte, la statistique publique remplit une tâche étatique sur une base juridique clairement définie. Pour les informations statistiques considérées comme biens collectifs, le principe de la libre disponibilité s'applique, d'où l'obligation de les publier. Il convient de souligner en particulier que les travaux sont présentés de manière à permettre une interprétation adéquate et des comparaisons pertinentes. Les publications actuelles devront se mesurer à ces critères. Au cœur de la série en 3 parties sur les communiqués de presse des offices fédéraux de la statistique d'Allemagne et d'Autriche, voici aujourd'hui le communiqué de l'Office fédéral suisse de la statistique du 22 juin 2021 sur l'augmentation de 12,4% des décès en 2020. Il est souligné qu'avec 76 200 décès, on a atteint un niveau record. Nous avions déjà constaté la mise en avant de chiffres absolus sans référence dans les rapports de Statis et de Statistik Austria. L'OFS débute aussi son communiqué de presse avec le nombre absolu de décès, 76 200, présenté comme valeur record, sans référence ni plus de commentaires dans un premier temps. Ce diagramme en colonne place cette valeur dans le contexte des années 2015 à 2021. Pour la comparaison en pourcentage, l'OFS n'a pas choisi la valeur moyenne des 5 années précédentes avec une augmentation de 13,9%, mais la comparaison directe avec le nombre de décès 2019 avec une augmentation également à 2 chiffres de 12,4%. La dramaturgie de cette comparaison de chiffres absolus sans référence est donc inopérante, a sans doute semblé suffisante à l'OFS pour son communiqué de presse. Dans un pays connu pour sa précision et sa culture en matière de chiffres, on peut supposer que le nombre d'habitants en tant que valeur de référence n'est pas ignoré, car il permet tout de même d'ajuster démographiquement de 0,8 points de pourcentage la hausse des chiffres absolus à 11,6%. Dans le diagramme en colonne, on constate également que la différence se réduit et qu'en 2021, elle se situe dans la fourchette normale des années précédentes. Dans son communiqué de presse, au paragraphe 2 vagues de décès, l'OFS se lance dans un puzzle avec des comparaisons de chiffres absolus pour 2 périodes choisies au taux de mortalité particulièrement élevé en mars-avril et octobre à décembre. J'ai éliminé la comparaison malhonnête de chiffres absolus en ce sens que j'ai représenté dans le diagramme linéaire les nombres de décès standardisés selon l'âge pour 100 000.
En revanche, l'OFS s'en tient à la comparaison des chiffres absolus avec l'année 2019 qui ne présentait aucune phase de surmortalité notable. Il est très douteux d'un point de vue méthodologique que l'on compare ici à chaque fois un pic avec un creux de l'année précédente et non avec les pics de 2014-2015 en jaune ou 2016-2017 en violet, qui s'observent à chaque fois avec un décalage dans le temps. Pour décembre, les années précédentes ne peuvent pas non plus servir de comparaison car le pic de mortalité intervient bien plus tard ces années-là. Ces comparaisons très douteuses permettent d'établir une dramaturgie trompeuse qui semble être l'objectif déclaré du communiqué de presse mais qui contredit tous les principes de la charte du Conseil d'éthique. Le choix d'une période de comparaison significative est important pour une comparaison statistique pertinente. Comme le changement d'année civile intervient au milieu de l'augmentation saisonnière de la mortalité, celle-ci se retrouve le cas échéant répartie de manière inégale sur 2 ans. En faisant coïncider une mortalité très tardive au printemps 2020 avec une mortalité très précoce à l'automne 2020, on obtient une image déformée car du point de vue saisonnier, la première phase citée appartient à la saison 2019-2020. C'est pourquoi je considère que le recensement saisonnier du point le plus bas début juillet de la semaine 27 jusqu'au point le plus bas à la fin juin de l'année suivante est le seul qui permette de saisir correctement l'ensemble de la surmortalité hivernale dans son contexte saisonnier. Cette répartition saisonnière reprend avec les colonnes oranges le nombre de décès de juillet à juin de l'année suivante. Ce nombre est ici une fois encore ajusté pour 100 000 habitants afin de tenir compte de la croissance démographique. Pour saisir également l'état de la saison 2021-22, les colonnes vertes indiquent les chiffres cumulés jusqu'à la semaine 4, c'est-à-dire pratiquement l'état à mi-parcours. La différence par rapport à la médiane de la période 2014-2015 à 2019-2020 montre une augmentation de 10,1% pour la saison terminée l'été dernier. En revanche, un niveau intermédiaire d'environ moins 6,7% se dessine pour la saison en cours. Ces deux valeurs ne tiennent pas encore compte de l'évolution en fonction de l'âge et ne donnent donc pas une image réaliste de l'évolution comme le demande la charte de la statistique publique. Alors que l'Institut statistique Austria mentionne au moins la standardisation selon l'âge exigée par l'OMS, cette procédure statistique essentielle n'apparaît pas du tout dans le rapport de l'OFS. Mais alors, comment est-il possible de faire des prévisions statistiques comparatives vraiment réalistes afin de pouvoir juger si l'évolution en 2020 est effectivement frappante pour que celle-ci soit publiée afin de planifier des contre-mesures? Je présente en premier lieu ma propre méthode de prévision. Nous disposons déjà, sous forme connue, de l'ensemble des statistiques brutes de l'OFS, nombre d'habitants par tranche d'âge, nombre de décès de 2010 à 2019, et nous calculons à partir de ces données le pourcentage de décès. Pour la prévision du nombre de décès 2020, je calcule pour 2 périodes de comparaison les moyennes des taux de mortalité en pourcentage de 2010 à 2019 et de 2015 à 2019. Soit sur la base d'une prévision de population, soit ici avec les chiffres de population connus de 2020 et 2021, il est maintenant possible de calculer précisément le taux de mortalité attendu de chaque classe d'âge pour le nombre d'habitants correspondant. Le taux de mortalité en pourcentage multiplié par le nombre d'habitants donne le nombre de décès attendus. Et la somme fournit alors la valeur attendue, calculée ici pour l'année civile à comparer avec le rapport de l'OFS. La différence entre la valeur attendue et le nombre de décès de 2020, soit 5134, indique une surmortalité. Par rapport à la période de comparaison plus courte de 2015 à 2019, celle-ci se monte à 7341, ce qui suppose une forte concordance avec le nombre de décès Covid rapportés. En revanche, il existe en 2021 une nette sous-mortalité par rapport aux deux valeurs attendues.
Les 4152 décès Covid-19 sont ici clairement déjà inclus dans la mortalité normale. Mais comment l'OFS établit-il les estimations qui constituent la base de la représentation de l'évolution de la mortalité actualisée chaque semaine? Une bande grise respectivement pour la population divisée en deux groupes, plus de 65 ans et 0 à 64 ans, montre une zone d'attente modélisée composée d'une limite supérieure et inférieure dans laquelle on s'attend à ce que se situe la mortalité. Cette bande attendue est calculée pour chaque année et mise à disposition sous forme de fichier avec les décès hebdomadaires et un calcul de l'excès de mortalité mis à jour chaque semaine. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution en forme de vague, très régulièrement sinusoïdale. D'une année à l'autre, la séquence de forme similaire du creux estival et du pic hivernal en 2020 et 2021 augmente, faisant ainsi référence à une tendance à la hausse attendue. Il est incompréhensible que la même modélisation ait été utilisée en 2020 et 2021 et que par conséquent, la situation pandémique n'ait pas conduit à une nouvelle évaluation, ce que l'OFS lui-même reconnaît ouvertement. L'argument selon lequel le nombre élevé de décès 2020 est la raison pour laquelle aucune nouvelle modélisation n'a été effectuée ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un travail statistique fiable, car l'évolution démographique ultérieure aurait au moins dû être intégrée. Ainsi, les calculs de surmortalité 2021 ont été effectués sur la base d'une modélisation de base inadaptée. Pourquoi l'OFS prévoit-il maintenant une baisse du nombre de décès en 2022 ? C'est absolument incompréhensible compte tenu de la croissance considérable des plus de 65 ans et des plus de 80 ans. Malheureusement, nous ne disposons pas encore du nombre d'habitants pour les plus de 80 ans, situation à ce jour, troisième trimestre 2021. La modélisation de la limite supérieure d'espérance de vie des dernières années montre cet ensemble de courbes qui augmente systématiquement de 2015 à 2020, anticipant ainsi l'augmentation du nombre de décès dû au vieillissement croissant. Or, voilà que 2020 arrive dans ces courbes des années précédentes. La courbe 2020 orange, maintenant masquée par la courbe identique de 2021 en rose. Nous devons être conscients que cette modélisation est à la base de toutes les annonces de surmortalité et que par conséquent, une prévision trop basse ne peut que conduire à des affirmations fausses que l'OFS qualifiait déjà de fake news dans sa définition en 2018. Si nous examinons les valeurs limites fixées pour le creux saisonnier de la semaine 27 en comparaison annuelle, la limite supérieure déterminante pour l'annonce de surmortalité se situe en 2022 à 1093, au même niveau qu'en 2018, ce qui fait abstraction de l'évolution démographique. D'ailleurs, pendant la période, la mortalité réelle en été a été 3 fois supérieure à la limite supérieure estimée. Ce tableau, dans lequel j'ai comparé la somme des valeurs attendues de l'OFS au nombre de décès, montre à quel point les prévisions estimées étaient bonnes ces dernières années. À l'exception de 2016, le total des valeurs attendues était toujours et parfois nettement inférieur au nombre de décès. En revanche, j'ai établi dans la troisième colonne ma propre prévision qui applique le taux de mortalité moyen des plus de 65 ans des années 2015-2019 de 3,79% à la population concernée et qui aboutit à une concordance nettement plus élevée avec les décès réels. Il y a là, à mon avis, un important besoin de discussion méthodologique. En observation saisonnière de l'été 2019 à l'été 2020, nous pouvons voir au changement d'année le pli qui marque l'ajustement dans la bande grise de prévision. Ce qui est frappant, c'est la forte concordance avec l'évolution de la mortalité de la saison 2018-2019 qui se retrouve parfaitement dans cette bande. En revanche, en 2020, tant le dépassement en mars-avril que la baisse qui suit se distinguent. Je n'aborde pas ici les explications précises de l'OFS sur cette modélisation, mais je les ai intégrées avec un lien tout à la fin du document PDF en téléchargement sur le canal Telegram.
De la même manière, la modélisation qui reste inchangée en 2021 reproduit certes relativement bien l'avant-saison, mais l'évolution de l'hiver 2020-21 ne se retrouve pas du tout à partir d'octobre 2020, ce qui est bien sûr analysé en relation avec le Covid. Mais on voit aussi très clairement le décalage du pic saisonnier 2020 à la fin du printemps et 2021 au début de l'automne. Rappelons qu'à chaque fois, l'OFS a comparé ces nouveaux pics avec les prévisions ou les valeurs de l'année précédente qui étaient comparativement basses. Un point négatif de plus sur la checklist de la charte de la statistique suisse. Si en 2022, la fourchette d'espérance est manifestement abaissée et adaptée à la courbe de l'année précédente, l'OFS méconnaît deux bases statistiques essentielles. D'une part, après un dépassement aussi extrême des valeurs attendues, il faut s'attendre à une sous-mortalité qui ne doit ni être exclue ni érigée en nouveau standard. Et d'autre part, cela revient à ignorer totalement l'évolution de la population au mépris de toute connaissance statistique de base. Une telle modélisation non professionnelle et unilatérale sur le plan méthodologique, visant uniquement à corriger de prétendues tendances, ne peut que conduire à des distorsions importantes et se traduire probablement par des évolutions inattendues, que cette modélisation ne permettra pas de représenter dans le courant de l'année. Espérons que les gens comprendront qu'ils ne doivent pas communiquer les écarts comme un drame, mais qu'ils doivent remettre en question leur propre modélisation. Je vous rappelle le modèle de prévision précédent. Outre le décalage des pics saisonniers, la fourchette toujours constante de la modélisation OFS ignore totalement qu'il existe une dispersion nettement plus importante du nombre de décès en hiver et qu'il faut donc supposer une plage d'espérance plus large. Vous voyez ici ma propre modélisation qui définit en vert la valeur attendue et en gris les limites inférieures et supérieures avec un écart type par rapport aux années précédentes 2015-2019. Bien entendu, le décalage du pic n'est pas non plus pris en compte ici. Si l'on veut faire une comparaison saisonnière honnête, il faut à chaque fois comparer deux pics saisonniers et ne pas se contenter de fixer arbitrairement un pic actuel pour le comparer à un creux la saison précédente. Une analyse statistique qui ne tient pas compte de ce facteur n'est pas rigoureuse. Dans cette modélisation, la mortalité de l'hiver 2021-22 se situe en valeur absolue dans la fourchette attendue et dépasse désormais la sous-mortalité qui a suivi l'augmentation des décès en octobre-novembre, à nouveau pour des raisons épidémiologiques. Pour comparer, reprenons l'évolution des 12 dernières années. Il est frappant de constater que jusqu'en 2014, la modélisation de l'OFS reflétait assez bien l'évolution. Mais depuis 2015, des dépassements significatifs apparaissent à des intervalles de plus en plus courts en hiver. Il semble que les stratégies de prophylaxie des infections soient de moins en moins efficaces et que les mesures les plus coûteuses de tous les temps contre le Covid n'aient pas du tout montré de succès perceptible. Quels que soient les calculs aventureux des politiciens responsables à ce sujet, il ne reste pas moins que, comme l'OFS l'a mentionné dans son communiqué de presse, la désinformation a pris une telle ampleur qu'elle touche tout le monde, les politiciens, les journalistes et les citoyens. La mission que s'est fixée l'OFS, à savoir lutter contre cette désinformation, revêt donc une importance capitale, surtout en phase de pandémie. Il reste le calcul déjà quelque peu familier, nous l'espérons, des taux de mortalité standardisés selon l'âge, à propos duquel, comme nous l'avons déjà cité dans la dernière vidéo, l'Institut statistique austrien explique qu'il corrige le nombre de décès à partir d'une population standard en fonction de la structure par âge de la population. Les nombreuses données obtenues de l'OFS standardisées sur la population de 2021 fournissent le taux de mortalité le plus élevé pour la saison 2012-2013. Le 10e rang le plus bas en 2019-2020 et entre les deux, dans la moyenne basse, se range la saison passée 2020-2021 qui contient toute la forte mortalité hivernale de l'hiver dernier, largement compensée par la sous-mortalité qui a suivi. Lorsque les calculs montrent que la mortalité actuelle, ajustée selon l'âge, n'est pas spectaculaire,
On nous rétorque volontiers qu'il faut également tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est-à-dire, en clair, en faire abstraction. Je feuillette rapidement les différents groupes d'âge de 5 ans et m'arrête sur les anomalies. Dans quelques groupes d'âge les plus jeunes, on trouve une petite inflexion vers le haut à la fin de la saison 2020-2021, mais dans chaque cas, cela s'oriente à la baisse à mi-parcours de la saison en cours, sur la courbe verte. De plus, ces classes d'âge ne sont pas concernées par une augmentation de la mortalité attribuable au Covid. Il faudrait donc chercher d'autres raisons si l'on veut évaluer la tendance à la baisse chez les 10 à 44 ans. Elle n'est certainement pas due ici à une espérance de vie plus longue, mais le cas échéant à de meilleures conditions de travail, entre autres. Il faut donc en rechercher les raisons et encourager ou maintenir autant que possible cette évolution positive à l'avenir. Même les classes d'âge jusqu'à 74 ans affichent une absence de particularité significative. Le dernier groupe présente une augmentation à une valeur déjà atteinte par 3 fois auparavant. Toutefois, la tendance actuelle de la courbe verte est de nouveau à la baisse. L'évolution est plus frappante dans les classes d'âge les plus élevées, du moins à la fin de la saison 2020-2021, où un nouveau pic du taux de mortalité a été atteint dans les 2 classes d'âge de plus de 85 ans. Toutefois, ce dernier a lui aussi baissé pour atteindre des valeurs non problématiques. Les taux de mortalité standardisés selon l'âge montrent que la saison 2020-2021, si problématique, se situe au 5e rang derrière 4 années de comparaison de 2011 à 2015. Le calcul de la surmortalité que j'ai déjà montré auparavant, à l'aide de la valeur attendue pour les années civiles, résulte maintenant de manière saisonnière des différences entre les taux de mortalité standardisés selon l'âge et la moyenne ou la médiane des années précédentes. Si la surmortalité de la première semaine 2021 est très élevée, 4578, elle a presque diminué de moitié à la fin de la saison, 2506. En revanche, le bilan saisonnier intermédiaire de mi-saison en janvier 2022 montre une nette sous-mortalité de moins 2014. Jetons encore un coup d'œil sur la question de l'augmentation de l'espérance de vie qui apparaît dans l'évolution des taux de mortalité standardisés selon l'âge qui ont nettement baissé. Statista montre ici pour 2020 un léger recul de ces modèles d'estimation réalisés sur la base de tables de mortalité, à 85,3 pour les femmes et 81,4 pour les hommes. 2 valeurs qui n'ont été dépassées que 4 fois jusqu'à présent. Les raisons de l'augmentation de l'espérance de vie se trouvent principalement dans le pourcentage de décès de la classe d'âge des 80 à 89 ans qui avait baissé de 8,5% à 6,3% au cours des 20 dernières années. L'augmentation à 7,1% en 2020-21 marque un retour au niveau de 2012-2013. Les facteurs qui ont provoqué cette seule augmentation des taux de mortalité doivent être remis en question de manière multifactorielle. Si l'on constate une détérioration, il convient aussi de rechercher des changements là où l'évolution positive avait pris naissance. Postuler la poursuite de cette évolution n'a pas de sens car l'objectif de l'élaboration statistique est justement de regarder le changement et non de le corriger. Le communiqué de presse de l'OFS est moins dominé par le thème de la mort et du décès car il traite en même temps de l'évolution des naissances, des mariages et des divorces. Toutefois, le titre est conçu de manière suffisamment impressionnante pour faire des décès le thème dominant. En mélangeant différentes périodes et différents groupes de population concernés, les pourcentages d'augmentation à 2 chiffres se succèdent. Ne faut-il pas considérer comme discriminatoire le fait de présenter sans autre arrière-plan la population étrangère avec des chiffres particulièrement problématiques ? L'ensemble du rapport est dominé par une énumération de chiffres anxiogènes, sans lien entre eux, sans aucune analyse des causes.
En période de pandémie, l'OFS n'a toujours pas fourni de statistiques complètes sur les causes de décès 2020, ce qui est totalement incompréhensible, alors que ces évaluations sont disponibles depuis des mois en Allemagne et en Autriche. J'aimerais encore revenir sur une dernière affirmation du communiqué de presse de l'OFS. Avec plus de 10 décès pour 1000 habitants, les cantons du Tessin, du Jura, de Bâle-Ville, de Glaris, de Neuchâtel et de Schaffhouse auraient proportionnellement le plus grand nombre de décès, tandis que Zug aurait le taux de mortalité brute le plus bas avec 7 pour 1000. L'OFS aurait-il négligé le fait qu'il y a au Tessin 7,1% de personnes de plus de 80 ans et seulement 4,6% à Zug? En effet, si au lieu du taux de mortalité brute, nous classons selon le taux de mortalité standardisé selon l'âge, qui élimine précisément ces poids différents qu'un nombre élevé d'habitants âgés entraîne pour la mortalité, le classement est tout autre. Glaris, Fribourg, le Jura et Saint-Gall arrivent en tête de la mortalité standardisée selon l'âge et de Zurich-Nidwald, on trouve les cantons dans lesquels on a observé la mortalité totale la plus faible. Que faut-il penser de ce travail d'analyse insuffisant sur le plan technique ? Il est certainement difficile de toujours satisfaire aux normes de qualité d'une charte éthique, mais il existe des conditions techniques cadres qui doivent être remplies pour le travail si éminemment responsable des statisticiens publics qui ne sont redevables qu'au peuple. J'appelle à un processus de discussion minutieux, justement pour éviter que la désinformation ne s'étende toujours plus à partir de chiffres hors contexte et qu'ils ne deviennent eux-mêmes partie des fake news. Mais l'OFS remplit aussi d'autres missions relayées par les médias qui mettent en lumière certaines évolutions très préoccupantes suite aux mesures prises, comme la chute de 20% du chiffre d'affaires, l'impact important du Covid sur le budget des ménages et la diminution du produit intérieur brut. Mais il faudrait sans doute prêter une attention particulière à la nouvelle selon laquelle les conditions de vie des jeunes et des personnes à faible revenu se sont détériorées suite à la pandémie. Un État social risque de perdre de vue sa mission peut-être la plus importante, à savoir faire participer les gens et ne pas les laisser tomber sans solidarité. Le rapport de la Weltwoche sur les 814 décès 2021 de plus que ce qui était statistiquement attendu montre les effets désastreux des données statistiques mal communiquées et non mises en relation dans les rapports de presse. Ici, l'auteur se réfère manifestement au fichier des décès hebdomadaires de l'OFS qui indique dans une colonne supplémentaire les semaines avec excès de mortalité, celle qui se situe au-dessus de la limite supérieure du modèle de calcul. Entre-temps, le total des dernières semaines est même passé à 1447 en raison de déclarations ultérieures de cette prétendue surmortalité. Il faut toutefois se souvenir du calcul erroné du modèle et de la comparaison avec un mois au nombre de décès bas, une comparaison inadmissible qui par ignorance conduit à des annonces aussi dramatiques. C'est exactement le même sujet qu'aborde Info Suisse. Les deux médias sont victimes d'une erreur fatale, faute d'un travail d'explication minutieux et méthodique de l'OFS et faute de recherche personnelle. Le 11 janvier, le 24 heures a poussé le bouchon encore plus loin en publiant en gros titre « Près de 2000 personnes de plus qu'une année normale sont mortes en Suisse ». Et c'est à nouveau le même tableau de l'OFS qui, faute d'aide à l'interprétation par les intéressés, a été évalué de manière non professionnelle. Le chiffre mentionné peut même être porté à 3200 au vu des déclarations ultérieures intervenues entre-temps. Et je me permets de rappeler que sur la base des mêmes données, il faut calculer une sous-mortalité de moins 2465 pour la saison 2020-2021. D'où vient alors cette divergence ? L'OFS n'indique dans le tableau que les semaines avec surmortalité qui, additionnées, ne peuvent donner que de la surmortalité. L'erreur flagrante réside dans le fait que les semaines où la mortalité est inférieure à la valeur attendue sont tout simplement ignorées. Oui, vous entendez bien, les semaines de sous-mortalité ne sont pas soustraites.
Il s'agit en fin de compte d'une preuve éclatante de la description de l'état des choses du communiqué de presse de l'OFS de 2018 qui dénonce la propagation de désinformation. Je dois constater que ce phénomène s'est massivement renforcé à l'époque Covid, que les offices statistiques ne remplissent pas leur rôle déontologique de la manière souhaitée et que les médias n'assument pas leur fonction de contrôle. Je reconnais que je commente le travail si précieux de l'OFS avec sévérité. Mais c'est justement l'exigence d'une interprétation correcte des données et de comparaisons pertinentes qui pose manifestement problème, non seulement en Suisse, mais aussi dans les 2 pays voisins. Je souhaite donc que cette vidéo soit une contribution contre la désinformation et un appel urgent à la réflexion et à la discussion sur la méthode. Je vous remercie tous pour votre patience et votre intérêt et j'espère avoir fourni de la matière pour vos recherches et discussions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner aux chaînes YouTube et Telegram. Comme mentionné, vous trouverez le document PDF à télécharger sur le canal Telegram. Très cordialement, de la part de Real Hero.